Bonjour, bienvenue à notre live sur la posture 6 du livre. Je suis là avec toi. Aujourd'hui, avec notre chère Luciana Pinheiro, nous allons discuter de créativité, des arts, de vie. Je suis très venue car aujourd'hui, c'est notre 6e live sur les 9 que je vais faire pour approfondir ces postures de mon nouveau livre. Je suis là avec toi, 9 postures pour accueillir les enfants et adolescents en souffrance. Et c'est pour les enfants et les adolescents que cette œuvre a été accordée. Au mois d'octobre, le mois des enfants. Et durant ce mois, c'est le dernier live que nous allons faire. Nous avons encore 3 lives qui sont les 3 postures finales, connectées à la joie de vivre, au rêve, à la célébration. Et pourtant, j'ai envie de faire cet enregistrement car ce mois d'octobre, qui a ouvert cet espace en moi pour entrer en contact avec les enfants et adolescents du monde, y compris avec nos propres enfants et adolescents intérieurs, est un mois très, très, très béni. Je n'ai qu'à remercier également les personnes qui m'accompagnent dans ce cheminement d'amplitude, d'ouverture du ressenti, du cœur, de l'âme, de la pensée et de l'action dans nos vies. Et justement, pour parler de ce sujet, aujourd'hui j'ai invité une personne très spéciale qui est notre chère Luciana Pinheiro, une artiste super sensible, merveilleuse. Elle est une éducatrice artistique, une écrivaine et une thérapeute, également dans les lignes d'études biographiques de Rudolf Steiner. Enfin, extrêmement sensible et aussi connaisseuse des constellations familiales. C'est une personne idéale pour que nous discutions de cette posture-ci aujourd'hui. Comment imaginez-vous résoudre cela? Nous allons parler de ce sujet et je vais déjà l'appeler ici, d'accord? Salut, ma chère. Bienvenue. Tout va bien? Bon après-midi. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. C'est juste un peu sombre, je n'arrive pas à te voir. Comme ça, c'est mieux. Un petit peu. Ici, c'est plus sombre. La lumière d'ici. Je viens de réaliser Kinde. Ampoule à griller. C'est bon, on fait un live un peu. Dans le noir. Tout va bien, ma chère? Comment vas-tu? Ça va très bien, tout va bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est un sujet très important et opportun, donc je suis ici pour contribuer. Oui, exactement. Et nous discutons toujours beaucoup, échangeons beaucoup avec toi, sur notre amour pour les enfants et les adolescents du monde pour toute la souffrance qu'ils traversent déjà à cette étape tumultueuse de la vie qui est l'adolescence que nous savons n'est facile pour personne, mais surtout, après la pandémie, des choses délicates qui se sont produites et qui continuent de se produire collectivement. Une série de déséquilibres qui révèlent également un symptôme de la société dans son ensemble, même en ce moment de transition de l'éducation. Ici au Brésil, avec de nombreux défis concernant les systèmes éducatifs. Cette adaptation au monde numérique et ce qui est exigé dans le programme commun et ce qui intéresse déjà ces enfants, ces adolescents, donc. Toute phase de transition est une phase un peu plus tumultueuse. Alors je connais votre amour, votre affection pour ce public et votre attention également envers ce public, tous les travaux et formations que vous réalisez, en art-thérapie aussi avec les adolescents. Donc, je vais vous demander de commencer par vous présenter un peu ici à notre public pour que nous puissions commencer notre discussion. Je veux commencer en disant que je suis mère, n'est-ce pas? Donc, en tant que mère, je vis aussi cette position d'observer le monde à partir de ce point de vue, n'est-ce pas? De regarder ces jeunes qui grandissent, qui se développent. Je suis mère d'une jeune femme de 28 ans, mais aussi d'un préadolescent de 12 à 13 ans, n'est-ce pas? Et grand-mère aussi d'un petit garçon de 2 ans et demi. Alors, je pense que la première chose,
que je voulais dire, c'est à propos de cela que je suis dans une position où je ne suis pas ici seulement en tant que thérapeute, et je ne suis pas ici seulement en tant que chercheuse, mais avant tout aussi en tant qu'artiste, qui est. Le fondement de tout ce que je fais, c'est à travers ce regard et ce biais artistique. Alors, dans ce sens, je pense que lorsque nous regardons aussi les phases biographiques, qui sont un chemin de conscience, nous pouvons penser que nous avons individuellement un chemin à parcourir, comme des lois biographiques de la physiologie, du développement, depuis le développement neurologique, quand l'enfant naît et apprend à marcher, parler, penser, mais il y a le développement émotionnel. Et tout ce parcours qui se développe dans la maturation intellectuelle et aussi dans la maturation de l'âme. Nous devons également penser non seulement individuellement, mais aussi historiquement, l'humanité a également des chemins et des biais qui développent cette condition humaine. Non, seulement dans l'histoire de l'humanité dans son ensemble, comme une grande famille humaine, mais aussi culturellement, dans les sociétés, dans ces lieux où chacun s'est développé et a grandi. Alors, quand nous parlons, Dany, à partir de ce point de vue, du biais d'expression, du lieu d'appartenance, nous pouvons dire ainsi, nous pouvons regarder sous plusieurs points de vue, sous plusieurs angles même. Alors, ma place ici aujourd'hui est de contribuer, en tant que quelqu'un qui travaille avec la biographie, avec les phases de la vie, avec l'art dans cette dimension d'expression, de traduction de soi-même, et de regarder aussi cet art comme un rôle fondamental tout au long de l'histoire humaine. Soudainement, dans notre société, quel rôle l'art occupe-t-il aujourd'hui? Et le phénomène de ce qui se passe avec les jeunes aujourd'hui. Et quel est ce rôle, Luciana? Je ne peux pas l'affirmer, mais ce que je perçois, c'est que l'art a perdu sa place au fil de l'histoire. La science a pris plus d'importance, la technique, le processus, dans son ensemble. Les jeunes sont très pressurés aujourd'hui pour trouver une place sur le marché du travail. Et même penser artistiquement, c'est presque comme penser de manière romantique. Alors il faut travailler la technique, le processus, le résultat. Le processus doit avoir un résultat. Et le chemin artistique est un chemin qui est complémentaire, il n'est pas nécessairement. Il dialogue avec la science, mais malheureusement, nous avons appris aujourd'hui dans la société moderne à valoriser beaucoup plus ce qui vient d'un biais rationnel, objectif, et cela a, d'une certaine manière, mis la pression sur ces générations, n'est-ce pas? Parce qu'elles perdent cet espace de spontanéité à travers la créativité, car il faut trouver une place dans un système qui valorise beaucoup plus, souvent, ce rôle, cet espace plus pratique, plus objectif avec ce que nous appelons des valeurs matérielles, le succès. Qu'est-ce que le succès? À mon époque, je me souviens quand j'ai choisi de faire des arts que mon père disait, regarde, j'ai 56 ans, cela fait presque 40 ans parce que je suis entrée à l'université à 18 ans. Alors, je me souviens que mon père a dit, non, fais au moins de l'architecture, pour ne pas mourir de faim, parce que l'art ne rapportera pas d'argent. Et j'ai insisté et j'ai dit, non, mais je veux faire de l'art. Il a dit, alors passe un concours, parce qu'avec un concours public, tu t'assures de ne pas mourir de faim. Donc, déjà à cette époque, c'était une valeur, parce que les artistes sont des romantiques, des poètes, ils ne vivent pas dans la réalité. Mon rôle ici aujourd'hui n'est pas de favoriser la profession artistique dans le sens où les gens devraient choisir l'art comme métier, mais d'intégrer l'art dans un contexte où la culture, tout un chemin d'expression doit se réaliser. Au-delà de ce que nous appelons le biais factionnel, le biais pratique. C'est parce que, nous, les parents, il est logique que nous soyons extrêmement concentrés sur cette énergie de transmettre la vie et que cette vie survive, quelles sont les conditions de grandir et de s'exprimer. Je me souviens que lorsque je voulais aller à l'université,
je savais déjà que ma principale expression était par l'écriture, qui est aussi une forme d'art, la littérature et l'écriture. Et mon père a dit, non, tu pourrais faire du droit, tu pourrais faire. Et j'ai dit, ah, d'accord, je vais essayer. Et j'ai commencé à prendre des livres de droit et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ce n'est pas pour moi. Et là, je sais qu'il y avait un profond amour et un grand désir que je survive. Et cette histoire, de trouver, au lieu de ce biais de la menace et de la peur, de celui qui ne va pas survivre, qui va avoir faim, nous pouvons entrer dans cette énergie de confiance que quelque chose de nouveau peut aussi venir de cette expression. Alors ce n'est pas nier la science, ce n'est pas nier l'art. Ce n'est pas nier le linéaire, ce n'est pas nier le cyclique. C'est comprendre que ces deux univers vont être en conversation tout le temps. Maintenant, une chose que tu as dite qui est fondamentale, c'est que ces derniers siècles, c'est un mouvement qui a grandi sur la manière de considérer ce qui est artistique. Un peu sans valeur, monétaire principalement, mais quand je dis sans valeur, c'est de fournir une sécurité pour que cette personne puisse survivre où qu'elle est. Ah, d'accord, ça c'est pour que tu t'amuses, c'est ton passe-temps. Donc, cela a pris plus de place dans l'expression et le divertissement. Mais nous pouvons faire nos activités quotidiennes, même les linéaires, avec cette approche artistique, comme savoir comment nous intégrons ces deux choses. Et cela nous amène déjà un peu à cette discussion que je mène dans tous ces lives, parce que quand on s'occupe d'enfants et d'adolescents en souffrance, cela déclenche généralement un déclic chez les parents, les enseignants, les soignants en général dans le domaine de la santé mentale, un déclic de peur, de menace et d'insécurité. J'ai peur que cette dépression s'aggrave à un tel niveau, j'ai peur que cette anxiété mène à telle chose, j'ai peur de cette automutilation, de l'idéation suicidaire, j'ai peur. C'est une énergie, une fréquence, généralement, de grand désespoir et de perte de repères. Et toutes ces conversations que nous avons eues portent justement sur le fait de réussir à maintenir le centrage, à garder le calme pour que nous puissions développer un contrepoids à cette réaction qui est naturelle, chez nous tous. La peur fait partie, l'anxiété fait partie, le désespoir là, bon sang, il signale quelque chose, je dois y prêter attention. Et souvent le symptôme vient avec cet objectif, regarde-moi. Regarde ce que je t'apporte, regarde le message que ce symptôme apporte, n'est-ce pas? Et puis nous regardons cet autre côté qui est un côté de calme, de centrage et de confiance dans le processus de cet être, n'est-ce pas? Alors, dans ces 6 premières postures dont nous avons discuté, les 3 premières sont très axées sur l'accueil et l'écoute. Les 3 autres sont très axées sur une organisation, de la perception et une ouverture vers une solution possible. Comment puis-je résoudre ce conflit qui émerge? Donc, pour les 3 premières, nous faisons cet accueil. Pour les 3 du milieu, nous faisons cette organisation et cette solution. Et les 3 dernières sont la célébration, la joie, le rêve. Alors, vous terminez maintenant avec moi aujourd'hui ce cycle des 6, justement au moment où les mères et les pères qui suivent ces lives commencent déjà à percevoir qu'il y a quelque chose qui vient de cet être. Il me transmet un message. J'ai déjà réussi à accueillir, j'ai déjà réussi à écouter, j'ai déjà réussi à percevoir. Cet ensemble ici, à m'humaniser, à me rendre vulnérable, à être ensemble, à ressentir ensemble, sans perdre mon autorité, sans perdre ma responsabilité envers ce jeune, envers ce processus. Et maintenant, Lu, je t'ai invité justement pour tout ton parcours artistique et d'ouverture, cette nouveauté, car tu es l'une des femmes, si ce n'est la plus courageuse que je connaisse, mais certainement l'une des plus, à t'ouvrir à cette nouveauté. C'est vrai, tu sais, parce qu'on s'accroche
à ces technicismes et à ces processus répétitifs, parce qu'on se sent en sécurité. Alors s'ouvrir et se demander, attends, qu'est-ce que je veux mettre sur ce papier? Quel trait vais-je faire? Quelle couleur vais-je mettre? C'est s'ouvrir à la nouveauté et se dire, waouh, voyons ce qui vient. Alors je pense que parfois on ne s'en rend pas compte, mais c'est un processus qui demande beaucoup de courage, vraiment beaucoup de confiance. Donc, en travaillant cette attitude chez les adultes, cette posture ci dit ceci, de quelle manière, en disant cela à un enfant ou à un adolescent en souffrance, comment imagines-tu résoudre cela? Et je voulais t'entendre un peu sur comment encourager ces enfants et adolescents à trouver leur propre solution face à une douleur, à un conflit. D'abord, je pense que nous pouvons examiner cela sous l'angle de ce que signifie s'exprimer. L'enfant développe naturellement et spontanément sa créativité, jusqu'à un certain point, selon qu'elle a été stimulée ou non. Alors, nous pouvons aussi regarder dans le cadre du paradigme actuel, les écoles ont très peu d'art. Les écoles traditionnelles valorisent beaucoup plus un chemin, comme je l'ai dit, plus objectif, moins subjectif, car le chemin artistique est subjectif. Ils traitent de la spontanéité, ils traitent de l'improvisation, n'est-ce pas? Ils ne traitent pas nécessairement de la technique, comme un processus, qui va te donner un résultat sûr. Alors, quand tu me demandes et apportes ce biais, à partir de ce processus de comment ce jeune dans le phénomène que nous voyons aujourd'hui d'anxiété, de pression émotionnelle, de mécontentement, d'angoisse, comment nous regardons ce jeune à partir de ce que nous-mêmes avons créé comme produit de l'environnement, n'est-ce pas? Donc je ne blâme personne, je vis aussi dans cette société, j'y suis aussi intégrée, mais je veux observer le phénomène. Alors, d'abord, regardons les phases des 3 septennats, n'est-ce pas? Au cours des 7 premières années, l'enfant apprend déjà à marcher, à parler, à penser, donc il a un développement neurologique. On dit même que toute séquelle dans cette petite enfance devient un peu plus difficile à traiter, car c'est la formation de cette partie neurale qui se produit dans le premier septennat. Dans le deuxième septennat, on se concentre davantage sur le système rythmique. Donc, poumon, cœur, ce développement de ces forces où l'enfant commence à aller dans le monde et à revenir à la maison, elle n'est plus seulement à l'intérieur, intégrée à la famille, mais elle commence aussi à interagir avec le social, à entrer un peu plus dans la technologie. L'écran commence à apparaître beaucoup à cette époque, bien sûr, même plus tôt, n'est-ce pas? Je suis fatiguée de voir des bébés et des enfants sur l'iPad, etc. Mais je veux aborder un peu plus l'archétype du deuxième septenaire. Lorsque les enfants reçoivent un téléphone portable, ils ont accès à l'ordinateur beaucoup plus facilement. Et puis, quand on regarde l'archétype du troisième septenaire, qui est de 14 à 21 ans, on peut voir que ces jeunes devraient entrer dans cet espace où ils parviennent d'une certaine manière à se rebeller. Il est important qu'il y ait une rébellion pour qu'il y ait une désidentification, n'est-ce pas? Pour que je trouve ce qui est essentiel en moi, je dois nier ce qui vient d'une pression externe, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il si, au cours de ces 14 premières années, cet enfant, cet préadolescent, ne trouve pas un biais créatif, ne trouve pas un endroit où il travaille avec ses mains, littéralement, où il fait quelque chose avec ce corps, cela crée déjà disons, une carapace où il y a beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup d'angoisse parce que je n'ai pas appris à exprimer ce que je ressens. Et puis, quand on arrive à l'âge de 15, 16, 17, 18, 19 ans, qu'est-ce qui entre en jeu? Le bac, le concours d'entrée à l'université, le choix de profession, la sexualité, toutes ces décisions qui devraient partir beaucoup plus d'une identification. Comment se passe ce conflit entre ce que je reçois, ce qui m'a été d'une certaine manière imposé, ce que je veux avec cela, que fais-je de ce que j'ai reçu? Et l'art joue un rôle fondamental à ce moment-là. Il a un rôle fondamental qui est de donner à cet être
La capacité de s'exprimer et de s'identifier à travers une traduction, que ce soit par l'écriture, la littérature, la poésie, la musique, le théâtre, la danse, la peinture, l'image, la sculpture, toute expression artistique. L'art est très important. Par la photographie, la photographie, même l'art numérique. Cela compte aussi, je ne remets pas en question ici le bénéfice ou le maléfice d'un travail numérique en aucune façon, tant que je trouve un endroit en moi, d'où je peux m'exprimer, à partir de ce que je traduis comme une émotion. Il est très difficile, même à un stade mature, d'identifier ce que nous sommes. Je travaille avec des adultes, je travaille avec des adolescents, je travaille avec les parents des adolescents. Et j'ai beaucoup travaillé avec des adolescents, mais j'ai une mission avec les jeunes à partir de la vingtaine. Alors, quand vous pensez ainsi, comment je me sens maintenant, il est beaucoup plus facile d'identifier. Parfois la sensation physique. Ah, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai. Une pression sur la poitrine, ça je le fais, mais quelle est la différence avec l'angoisse? Quelle est la différence avec la peur? Quelle est la différence avec l'anxiété? Et au fond, tous ces diagnostics ne font que révéler qu'il y a encore un endroit qui est bloqué, qui ne circule pas. Et je vais en parler de manière phénoménologique avec mon expérience. Je connais, je travaille avec plusieurs personnes, y compris des artistes, n'est-ce pas, dans cette tranche d'âge de 28, 26, 28 ans, et les artistes que je connais qui ont trouvé une voie, n'est-ce pas, ou les jeunes qui ont trouvé une voie à travers le théâtre, la danse, même s'ils ne sont pas artistes professionnellement, ils ont beaucoup moins d'anxiété. C'est un fait, d'accord? Parce qu'ils ont trouvé un endroit où ils peuvent décompresser la pression. Ce n'est pas seulement le jeune, n'importe quelle personne, n'importe quel adulte, n'est-ce pas? Alors un enfant parfois aussi, quand il ne peut pas s'exprimer, donne-lui de l'argile, donne-lui de la peinture, donne-lui des couleurs. Il va raconter ce qui se passe là. Elle n'a pas besoin de parler. Alors cet endroit de marcher ensemble comme une posture, où l'éducateur, le père, la mère, le professeur, celui qui accompagne, peut offrir, en plus de la parole, un endroit où cet être se révèle, s'exprime, qui n'a pas besoin de passer par le mot ou qui n'a pas besoin de passer d'abord par l'élaboration intellectuelle. Je vois cela comme un grand outil de guérison et d'accès à cette angoisse, à cette pression, à ce besoin parfois de trouver la douleur pour donner une issue. J'ai entendu de plusieurs parents qui ont raconté que lorsque ça saigne, mon enfant parle, lorsque ça saigne, je suis en contact avec mon corps, je suis en contact avec mon moi. Si on y pense de manière plus large, dans toutes les sociétés primitives, les rites initiatiques passaient aussi par des rites de sang. Et il y avait tout un cheminement, rituel, artistique également. Ils peignaient les corps, il y avait tout un cheminement religieux de relier, et je ne mets pas la religion ici comme sujet, je parle de la question de la connexion avec ce qui est transcendant, et tout cela impliquait de l'art, impliquait un canal de rites de passage. René me dit toujours, Dani, tu sais qu'écrire. C'est saigner, c'est donner libre cours à ce qui fait mal, dans ce sens. En traitant ici, avec des enfants et des adolescents, comment pourrions-nous, par exemple, une mère, un père qui n'a pas beaucoup de contact, avec les matériaux artistiques, que suggères-tu pour commencer ainsi, Lu? Ensuite, donne-moi, s'il te plaît, une suggestion. Pour les enfants et une suggestion. Pour les adolescents, très pratique, s'il te plaît, y compris. Comment les provoquer? Quelles questions poser? Je pense que pour les enfants, c'est même un peu plus simple, car c'est montré à partir de la nature. Il n'y a rien de plus artistique pour accéder à la beauté et à la créativité que d'observer la nature. Donc, ce stimulus de dire « regarde la couleur du ciel, regarde cette fleur qui est en train de naître, regarde comment la saison de cette année, de cette époque, se révèle dans la nature. »
Le printemps a une manière, l'hiver en a une autre. Ces rythmes, ils agissent sur cet enfant et elle commence à les percevoir. Il y a un moment où l'arbre semble sec, il perd ses feuilles, mais c'est parce qu'il se renouvelle, se régénère. N'est-ce pas, hein? Allons-y. Que veux-tu faire? Tu veux décimer? Comment veux-tu traduire cela? Et laisse-la se révéler là-dedans, ça peut être quelque chose de vraiment simple. Boîte de crayons de cire et papier, mais observez d'abord, contemplez la beauté à partir de ce qui vient de la nature. Parce que la plus grande œuvre d'art, c'est celle-là. Alors, cet accès de l'enfant à la beauté à partir de la nature. Ce serait mon conseil pour les enfants. Laisse-moi dire un. Désolé, continue. Quand tu auras fini avec les enfants, je veux commenter une petite chose. Non et apporter. Ce regard observateur qui regarde le réel, ce processus, parce que nous sommes très habitués au monde virtuel et il est vraiment très beau, il apporte beaucoup de fantaisie, les dessins sont chaque jour plus. Incroyable en termes de technologie, de films. Les vimettes, de dimension, de volume, etc. Donc, la vie virtuelle est très intéressante, mais parfois on oublie que là, dans le jardin, dans la rue, il y a un arbre, un épée, il y a un coucher de soleil. Chaque jour, il y a une ligne à regarder, il y a la couleur d'une feuille qui sèche, enfin, ces phénomènes, la chrysalide qui va devenir papillon. Tout cela, ce sont des passages que l'enfant, en contemplant, va identifier comme un chemin vers le beau, l'artistique, le créatif. Je trouve cela très intéressant parce que, rien qu'en commençant à apporter ce regard et cette observation, nous, tout le monde, commence à percevoir davantage les cycles de la vie et la naturalité, par exemple, de la tristesse, de la souffrance. Je dis toujours qu'on ne peut pas sauter les étapes des sentiments, les saisons des sentiments, comme on ne peut pas sauter l'automne, l'hiver, et vouloir rester seulement en été, seulement au printemps, n'est-ce pas? Alors, à mesure que nous montrons cela de manière répétée, nous appelons cela la paix honorifique, ici à Brasilia, par exemple. Nous avons 6 mois de pluie et 6 mois de sécheresse. Et puis la terre, l'herbe devient brunâtre. Puis vient la première pluie et commence à sortir ces petites pousses que vous ne comprenez pas. Que cela semblait mort, n'est-ce pas? Et ça commence à germer parce qu'il fait très sec ici. Et puis, quand il commence à pleuvoir, il pleut ainsi pendant 6 mois. Alors nous continuons à montrer cela, à montrer cela. Et je dis toujours à mes 3 adolescents quand nous sommes en voiture. Ici, nous allons ranger le téléphone, c'est le moment de contempler la vue. Il y a des jours où nous écoutons la radio et des jours où nous discutons beaucoup de politique dernièrement. Je leur apprends à écouter les différentes opinions, les différentes expressions. Faites attention, moi, en tant que journaliste, je montre, regardez, celui-ci est un média qui est plus en faveur, celui-ci est plus contre, nous devons écouter les deux pour être bien informés de ce qui se passe dans ces deux polarités. Et dans cette interaction, en formant, en discutant et en leur demandant d'être dans le moment présent, en les appelant un peu ici et je demande de ranger le téléphone, tu sais. Et une autre chose que j'ai commencé à faire aussi, cela fait déjà de nombreuses années, quand nous arrivons au restaurant, tout le monde range son téléphone et il y a un restaurant où nous allons qui offre ces papiers qui se placent sous l'assiette et des crayons de cire. Et à chaque fois, nous prenons. Moi, Maximo, mon mari et les 3, nous prenons et commençons à dessiner. Qu'est-ce que je remarque? Un silence s'installe à la table et ses couleurs. Commence. Et chacun fait à sa manière. Et toute cette anxiété. Ce c'est ça. Cette précipitation, cette accélération, on dirait que ça fait comme ça, tu vois. Puis, tout à coup, l'un commence et dit « Regarde, maman, regarde ce que j'ai fait. Regarde, c'est pareil ici, regarde comme papa. Regarde ici. » Puis l'interaction commence. Donc, vraiment, dans cette simplicité, nous développons cette sensibilité et ce regard pour le beau. C'était juste un détail. Il y a aussi ce chemin, en plus de la nature, qui est de commencer à présenter les différentes formes artistiques qui existent.
Dans notre culture, nous n'avons pas beaucoup cette pratique, mais en Europe, dans d'autres pays, on joue toujours d'un instrument. C'est très commun, n'est-ce pas? Dans le parcours de l'enfant, il a déjà un instrument qu'il va expérimenter. Non pas qu'elle va devenir une professionnelle, mais elle apprend de la musique, elle apprend à jouer, elle apprendra. Manipuler l'instrument. Ici, dans notre monde brésilien, ce n'est pas si courant. Mais moi, mon conseil serait de commencer à présenter à cet enfant. Après une certaine étape, disons, à partir de 10, 12 ans, emmenez-le au théâtre, emmenez-le au cirque dans le sens de cirque de sol, quelque chose d'artistique. Au ballet, n'est-ce pas? Et commencer à montrer les différentes formes artistiques, n'est-ce pas? La poésie. De nos jours, les jeunes n'aiment pas trop. Ce ne sont pas tous ceux que je connais qui aiment lire. À mon époque, je dévorais la poésie, je dévorais les contes, j'adorais ça, n'est-ce pas? Alors, commencez à présenter non seulement par le dessin, parce que sinon on peut rester. Il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille encore aujourd'hui qui arrivent et disent « Ah, je ne dessine pas, je n'aime pas dessiner, je n'ai pas de relation avec le dessin. » Mais ensuite, je montre, par exemple, un tas d'œuvres d'art, un tas de cartes postales. Immédiatement, elles se connectent déjà avec ce peintre, avec cet artiste. Ou une musique, ce n'est pas par la peinture, ce n'est pas par l'image, c'est par la sculpture, c'est par la musique. Et je sais que Le collage. trouve dans l'art toute expression, trouve une œuvre d'art qui t'exprime en ce moment, avec laquelle tu t'identifies. Il y a des gens qui apportent une musique, d'autres une sculpture, certains disent « Ah, c'était une pièce de théâtre que j'ai vue à ce moment-là, le discours de ce personnage ou c'était un livre que j'ai lu ou un film que j'ai regardé. » Tout cela est de l'art, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce chemin, donc, revenons, observons la nature et commençons à percevoir le beau et l'artistique à partir de ce créateur, n'est-ce pas? De cette créature. Créature du créateur et créature dans la vie naturelle. Ces cycles, ces rythmes et la beauté d'un bouton de fleur qui, n'est-ce pas, exprime la beauté. De ce même bouton qui s'ouvre, atteint son apogée, puis meurt. Que se passe-t-il là? Alors, cette observation, comment gérer cela? Avec ces situations, ces cycles aident aussi à montrer que tout passe dans le sens, n'est-ce pas, de transformation. Alors commencer. Ah. Ça, je pense que c'est un rôle fondamental de l'adulte qui est de commencer à offrir des options, mais aussi de laisser cette liberté de choix parce que nous projetons parfois beaucoup. Moi-même, en tant que mère, j'ai toujours voulu avoir un enfant qui joue d'un instrument de musique. J'ai toujours eu ce désir. Ma fille jouait du violon merveilleusement bien, au point que le professeur pleurait quand elle jouait du violon. Elle n'a plus voulu. Alors, cet endroit aussi de projeter une attente. J'étais frustrée parce qu'elle jouait très bien, elle avait des dons pour cela, elle n'a pas voulu développer, elle n'a pas voulu continuer avec ça, donc j'ai dû gérer ma frustration. Aussi, ce n'était pas son orientation. Alors, ce chemin aussi de laisser ce jeune trouver sa place, mais qu'il est un lieu d'expression. Une autre chose, Dani, qui est très importante et que je pense être fondamentale, c'est un phénomène aussi pour ces jeunes qui sont très connectés à l'écran, au bouton. Nous perdons la connexion avec notre corps. Les adultes le font déjà, on le remarque même pendant la pandémie, on est devenu ça ici, un tronc avec une tête. Alors, que signifie occuper ce corps dans l'espace? Que signifie avoir un corps jusqu'aux pieds? Alors, faire des activités où vous vous sentez vivant dans le corps, où vous pouvez transpirer, vous exprimer, danser, pratiquer un type d'activité, pas nécessairement un sport, parce que, par exemple, il y a des profils de jeunes qui n'aiment pas le conflit, la compétition. Cela génère plus de stress. Moi-même, je suis un profil qui n'a jamais aimé la compétition. J'ai aimé m'exprimer, nager, danser. Mets-moi dans une équipe ou sur une piste, je bloque,
je n'aime pas ça. Alors, écoutez, je pense que c'est ça que je voulais dire, écoutez. Quelles sont les façons que chaque jeune, que chacun trouve et donner de l'espace pour que cela se produise, encourager, n'est-ce pas? Et parfois, poser certaines conditions dans le sens, d'accord, tu veux rester sur le téléphone, tu veux rester sur l'écran, mais fais quelque chose avec les mains. Au fil de ce rythme, tu vas le faire. Alors, faisons du pain? Faisons quelque chose avec les mains, n'est-ce pas? Laissez ces personnes travailler à partir d'un autre angle que juste le clavier. La cuisine elle-même, combien de choses, n'est-ce pas? Par exemple, là, nous devons réussir à nous ouvrir à ce qui vient de là, qui est toute cette attitude d'ouverture pour écouter cet être. Quand il est en souffrance, il doit réussir à élaborer, organiser ses sentiments et se déverser. Alors, par exemple, parfois, ma fille, par exemple, elle aime beaucoup le K-pop et elle aime beaucoup danser, n'est-ce pas? Et pour elle, c'est son univers. C'est très important. Alors, au début, je ne comprenais pas très bien. Parfois, je me disais, mais c'est trop de temps consacré à ça. Je ne pouvais pas comprendre que cet univers travaillait déjà sur diverses caractéristiques d'elle. La caractéristique de la mémoire, de pouvoir mémoriser tous les pas qui se déroulent là. La caractéristique de réussir, par exemple, à avoir de l'efficacité dans l'exécution. D'une danse jusqu'à la fin, arriver avec cette force de volonté jusqu'au bout, réussir à soutenir tout le mouvement physique et corporel, la joie au moment où elle dansait, le grand sourire, n'est-ce pas? Chaque fois qu'elle danse, le sourire est d'une oreille à l'autre. Qu'est-ce que cela travaille? En elle, chimiquement, la façon dont elle a appris à chanter dans d'autres langues, des langues orientales, et elle s'est ouverte à cela. Alors, combien de vertus sont en train d'être travaillées? Là, parfois nous, dans notre posture mécaniste, nous pensons, TFF, c'est trop de temps perdu avec ça, que se passe-t-il? Je dois la retirer de là, ou alors non, est-ce que cela a vraiment de la valeur? Nous n'arrivons pas à percevoir que, parfois, c'est un chemin qui, plus tard, à l'âge adulte, va s'exprimer. Tout, comme une puissance, quelle que soit l'expression professionnelle. Et d'activité qui va garantir notre existence, qui est cette préoccupation. L'angoisse des parents. Alors, nous devons réussir à nous détacher de cette manière, que nous pensons être la meilleure, qui est correcte, qui est projetée. Mais percevoir qu'il y a là une série de propriétés qui sont travaillées dans cet être, dans une expression de ce qu'elle aime, de ce qui attire son attention. Je vais te parler d'une autre chose qui est très importante et qui contribue encore à ce chemin vers le marché du travail. Et je connais de jeunes personnes qui travaillent chez Google à New York, qui travaillent dans la Silicon Valley, qui font un master à Kiyar, là-bas en Corée, et tous sont valorisés et stimulés parce qu'ils sont créatifs. Alors, la créativité ne se développe que si vous trouvez un biais d'expression. Et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, non. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend par le processus cognitif, un processus, disons, plus objectif, plus ponctuel, comme, par exemple, apprendre la technique des mathématiques. Tout ce mécanisme, plus évident, la créativité, elle doit être stimulée à partir de cet endroit inconnu, laissez l'autre trouver part. Par l'identification avec le K-pop, par l'identification avec la danse, avec la musique ou avec la peinture, que ce soit avec le. Comment ça s'appelle? Le graffiti, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont d'autres façons de s'exprimer qui ne sont pas classiques par l'art. Alors, ainsi, quand on regarde aussi à partir de ce point de vue, le marché du travail a valorisé ceux qui parviennent, en fait, trouver un endroit alternatif et créatif parce que l'évidence, tout le monde la connaît déjà. E.T. Cela, si nous seulement. D'une certaine manière, si nous accédons,
si nous risquons ce chemin créatif à partir de quelque forme d'expression. Et les grandes innovations, elles viennent par ce même canal. Si vous regardez l'histoire de Bill Gates, comment ça s'appelle, D'Apple, Steve Jobs. Il a fait un tas de choses, il ne terminait rien et il reliait les points. À partir de la créativité, il a fait quelque chose en calligraphie, puis il a fait autre chose. Et là, personne ne comprenait parce que ses parents pensaient qu'il était perdu dans la vie. Mais, soudainement, il a tout rassemblé et a créé Apple. Alors, c'est aussi une façon de regarder ce que, en fait, nous pouvons percevoir comme un chemin de Beck que, neurologiquement, la neuroscience en parle déjà. Aujourd'hui, très superficiellement, car ce n'est pas le moment de parler plus profondément de la neuroscience, mais il vaut la peine de dire qu'il existe deux entrées neuronales. La plus rationnelle, objective, scientifique, et l'intuitive, l'imaginative, l'entrée de l'artiste. Si nous ne valorisons que l'entrée du scientifique, l'artiste s'atrophie. Alors, quelles sont les entrées que nous pouvons encore accéder? Et que ce chemin de processus soit d'une certaine manière complémentaire et s'ajoute parce qu'une autre chose importante à apporter est l'archétype de chaque époque. Alors, dans le premier mouvement des 7 ans, le monde bon, je trouve ce bon à partir de ce que j'ai, d'une certaine manière, vécu dans nos nids. Le beau, à partir de ce que je découvre avec ce regard sur la nature et j'apprécie cette nature et j'apprends à en prendre soin, j'ai ce sentiment authentique de dévotion pour la beauté naturelle. Et le troisième septennat, qui est cette époque plus stressante que nous observons, où les jeunes sont vraiment confrontés à ces questions plus traumatiques et denses de l'anxiété, de l'angoisse et de ces crises, un peu plus ponctuelles, qui à notre époque, probablement n'étaient pas les mêmes, ce n'était pas le cas, ce n'est pas de cette manière. Alors, pourquoi cela s'intensifie-t-il de cette manière? Parce que le biais de ce troisième septennat est où je trouve la vérité dans le monde. Alors, le bon, le beau et le vrai. quand vous parlez du bon, c'est de 0 à 7. Le beau, de 8 à 14. Non, de 7 à 14. 0 à 7, 7 à 14. Et puis, 14 à 21. Alors, maintenant, ce principe de vérité. Comprenons la vérité comme un chemin où je trouve quelque chose dans le monde qui m'inspire. Alors, cela peut être un livre, cela peut être la biographie de quelqu'un, cela peut être un film, cela peut être une musique. Et cela a du sens et dit, c'est par ici que je veux aller. Cela m'inspire. Alors, je développe un idéal de vie. Cet idéal me donne la force d'affronter. La lutte de la vie est de dire, je veux me battre pour ça. Je veux affronter cette bataille. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Ces rites de passage n'ont pas lieu. Parce qu'avant, les guerriers atteignaient une phase de la puberté, ils allaient, avec les guerriers plus âgés, et passaient par une série de rites. Parce que c'était l'idéal, devenir un guerrier. Les jeunes filles allaient à la tente rouge, elle était l'instructeur pour entrer dans la vie de la sexualité, pour avoir des enfants, pour aider lors des accouchements. Alors, tout ce chemin des initiations dans ce troisième septenaire. C'était un regard pour trouver ce qui était vrai à l'intérieur de cela, ce qui était vrai pour cette histoire. Aujourd'hui, quels sont nos rites de passage? Il est intéressant de penser qu'ils créent leurs propres rites. Ils se tatouent, ils tracent leur propre chemin. Des rituels parce que nous avons, d'une certaine manière, ouvert cet espace. Maintenant, il ne faut pas que ce soit comme la tribu voulait ou comme la religion, au moins dans notre culture, nous avons plus de liberté que d'autres cultures. Il devrait y avoir. Élu, comment l'art peut-il aider à l'élaboration d'un traumatisme, d'un contenu inconscient, de ce que je n'arrive pas à exprimer? Un nombre,
surtout chez les enfants et les adolescents. Parfois, cette souffrance se manifeste par beaucoup de colère, parfois par une lutte de pouvoir, parfois même par une manipulation. Je vois cela s'exprimer, souvent même avec violence à l'adolescence. Comment l'art peut-il aider à faire couler ces contenus inconscients? En fait, je crois que seul l'art peut emprunter ce chemin. C'est la seule. Ainsi, dans ce que je crois, c'est la seule voie d'expression pour tous ces conflits. C'est quand je trouve quelque chose qui traduit cette émotion sans que j'aie à l'élaborer intellectuellement. D'abord, si je suis obligé de l'élaborer immédiatement, je perds le processus. Mais si je m'identifie à cette émotion et que je parviens à l'exprimer, je la transforme en moi. Et alors la compréhension vient après. Un enfant, avant d'apprendre à parler, il voit déjà des images, il voit déjà des couleurs. Et un jeune, avant d'avoir besoin d'expliquer ce qu'il ressent, s'il parvient à exprimer cette colère, s'il parvient à l'exprimer sans que cela ne détruise. Parce que ce que vous exprimez ne vous détruit pas et ne détruit pas le monde. Alors, c'est un chemin d'expression créatif, ou chaotique. Mais, à partir du moment où ce qui n'est pas destructif, car tout processus créatif est un processus de destruction et de construction, mais là, ce n'est pas de l'autodestruction. Ce que vous exprimez ne vous détruit pas. N'implose pas l'émotionnel de l'intérieur. Cela ne te détruit pas parce que tu trouves un moyen de décompresser cette pression. Que ce soit à travers une expression corporelle, que ce soit à travers une peinture, une sculpture, une musique chantée. Alors, il y a tant de façons de trouver une place expressive dans le monde. Et, à partir de n'importe quelle branche artistique, même en s'occupant d'un jardin. C'est un chemin artistique, n'est-ce pas? Cuisiner est un art, l'art, il est à plusieurs endroits, l'art n'est pas. Et c'est aussi une autre chose, briser ce tabou que l'art est pour les artistes, l'art est pour tout le monde. Tout le monde a le droit d'être créatif et de s'exprimer artistiquement. Et être artiste est bien plus, parfois, écrasant, parce que vous devez construire un produit et être, d'une certaine manière, reconnu sur le marché. Non, vous pouvez être l'artiste de vous-même, la vie comme une œuvre d'art. L'artiste qui s'exprime, sans avoir besoin d'un produit, mais qui peut s'exprimer dans ce processus, se reconnaître et se libérer. Picasso disait cela, peindre c'est se libérer. Et c'est essentiel, oui, que c'est beau, lu et ainsi, on voit souvent chez les parents qui accompagnent ces jeunes avec ce processus de souffrance très intense. Une certaine anxiété à les aider à résoudre ce conflit. C'est un point principal de cette posture. Si, qu'est-ce que c'est? Regarde, je m'ouvre à une manière de résoudre cette question qui n'est pas celle que je connais, la mienne, et que, souvent, dans l'anxiété, je veux imposer à l'autre de résoudre à ma façon. Regarde, fais comme si, fais comme ça. Et la personne dit, non, non, ce n'est pas moi, ça, non. Alors, comment peut-on aussi travailler sur soi pour contenir cet élan d'imposer, d'exiger, de demander que cela soit résolu avec ses propres solutions, soit adoptées et que nous puissions nous ouvrir à cela. Je vais m'ouvrir pour voir ce qui vient, pour cela, ne pas savoir la solution à tout, pour se reposer dans cette ouverture, pour, même, dans ce processus éducatif, donner de l'espace aux jeunes, développer sa propre autonomie. Dans la résolution de ce conflit, n'est-ce pas? Comment pensez-vous que nous, adultes aussi, pouvons ainsi respirer un peu et faire confiance à ce processus créatif, n'est-ce pas? Je crois que tout chemin de conscience est un chemin d'autoconscience. Cela commence, en fait, par se reconnaître. Regardez votre histoire en tant que père, en tant que mère, mais avant d'être père et mère,
Quels étaient réellement vos rêves, vos idéaux, ce qui était bon, beau et vrai dans vos archétypes, n'est-ce pas? Trouvez cet archétype. Retrouvez ce jeune homme, cette jeune femme que vous étiez. Et souviens-toi, comment c'était? Comment c'était d'avoir un père, une mère qui avait certaines valeurs, qui avait certaines attentes? Alors, regarde cela en te désidentifiant. D'abord du rôle. Regarde à partir de ce point de vue. Ce qui m'a construit, m'a formé jusqu'à ce que je devienne père et mère, éducateur, éducatrice. Et pourquoi? Je suis ici aujourd'hui devant cet être qui peut être un grand maître. Nos enfants sont les plus grands maîtres de notre vie. Et là, quand on entre dans cet espace, un peu moins de devoir tout savoir, c'est un espace plus humble, vraiment. On gagne en solidarité et on dit « je ne sais pas, tout, je ne sais pas ». Je veux le meilleur pour mon enfant, mais je peux ne pas connaître le chemin. Ce que je peux lui dire, c'est que nous allons ensemble, je vais chercher des ressources ensemble pour voir ce qui est vraiment le mieux pour lui. Mais, parfois, le mieux pour lui n'est pas ce que je pense être le mieux. Alors, renoncer parfois à certaines croyances. Et, pour cela, nous devons regarder et enquêter sur quelles étaient ces croyances que j'ai héritées. Depuis l'époque où j'étais fille. Quelles sont les croyances que, d'une certaine manière, je projette à partir du moment où je suis devenue père et mère? Et comment je libère tout cela et j'entre dans un endroit neutre? Et ce n'est pas facile, les gens, ce n'est pas facile. Je suis mère, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas facile, tout le temps c'est un chemin de conscience de soi. Que signifie réellement être face à un être humain? Je me souviens que lorsque Clara est née, ils l'ont posée sur moi, elle a immédiatement ouvert les yeux, elle a regardé profondément dans mes yeux et j'ai dit. Cela m'a fait peur parce que j'ai dit, je ne sais pas qui est cet être, elle est ma fille, je vais m'occuper d'elle, mais je n'ai aucune idée de qui elle était, de ce qu'elle veut, je vais devoir apprendre à écouter et l'aider à se souvenir de ce qu'elle est venue faire ici. Alors, cet endroit de découverte, ainsi, je suis père et mère. Le qui est-ce qui parle? Ce n'est pas Tagore, non. Il y a un autre Indien qui dit nos enfants, vos enfants ne sont pas vos enfants, n'est-ce pas? Ils sont l'arc et la flèche. Oui. Gibran, où est Gibran? Gibran, oui. Alors, c'est ça. C'est se rappeler, parfois, et cet enfant n'est pas à moi, dans le sens d'une possession, il est un être humain qui est venu à travers moi. Il y a un désir qui est parfois très différent du mien. Et cela me conduit parfois à un sentiment de rejet, un lieu de non-identification. Je me dis, waouh, il est tellement différent de moi. Qu'est-ce qu'il y a de moi là-dedans? N'est-ce pas? Et c'est un tabou. Et c'est un tabou de parler de cette peur dont tu as parlé parce qu'on se dit, mon Dieu, que vais-je faire avec cet être ici maintenant? Et on reste parfois. Et on ne peut pas en parler. Alors, la grande vérité, c'est que nous. Désolée. Non, c'était juste pour dire rapidement que ce nouveau, cette peur du nouveau, de l'enfant qui est arrivé, mais aussi du moment où l'enfant traverse une profonde souffrance. Et il y a un symptôme, quelque chose de nouveau qui émerge là, ça fait vraiment peur, n'est-ce pas? Ça fait peur, mais là je t'invite à aller aussi dans cet endroit de concentration avec quelqu'un qui contemple une œuvre d'art. Comme quelqu'un contemple un film d'horreur, comme quelqu'un contemple une sculpture, ou une opéra, un processus artistique. Contemple ton enfant comme cette œuvre d'art que tu ne connais pas souvent, mais que tu veux connaître, avec laquelle tu veux, d'une certaine manière, te connecter. Et là, l'art, de manière plus idéale, peut être une voie de connexion. Et ce qui éveille son intérêt va avec, n'est-ce pas? Va avec, va écouter cette musique, va lire, va découvrir quel personnage c'est, quel petit jeu c'est. Qui sait, jouer ensemble. Je veux entrer dans ce monde,
Je veux savoir quel est ce dialogue que tu développes avec cet inconnu. Pour moi, c'est étrange, mais cela peut être une façon de nous regarder. Cela peut être une voie de communication là-bas, cela peut générer un dialogue. Et là, c'est beaucoup plus l'adulte avec le jeune qui va faire cela que le jeune qui va vers l'adulte. Là, c'est un chemin beaucoup plus pour l'adulte. Céder et aller dans ce monde et découvrir cet endroit, c'est ainsi que je le vois. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin possible. Mais je suis profondément touchée par ce que tu as dit. C'est vraiment beau. Vous pouvez regarder la personne comme une œuvre d'art, où tu t'assois dans un théâtre et tu vas assister à une scène. Et tu ne sais pas à quoi t'attendre et vraiment tu arrives à t'ouvrir et à être présent, n'est-ce pas? Et un style différent, comme le heavy metal, par exemple. Hein? Je n'aime pas le heavy metal, j'aime la musique classique. Mais je vais écouter, je vais écouter, je vais essayer d'accéder à cette émotion du heavy metal parce que cela vient d'un endroit qui m'est inconnu, tout comme mon fils, qui devient un étranger. Pour moi, n'est-ce pas? Et il demande de l'aide dans un endroit sombre. Alors, comment vais-je entrer dans cette obscurité si je ne veux pas connaître ce qui se trouve dans cette obscurité? Bah oui, vas-y. Incroyable. Il y a une personne qui a écrit ici une question, disant ainsi, la partie externe t'ajoute. Et que pouvons-nous signer? Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire par signer, n'est-ce pas? Pour que cela se développe. Cette essence créative qu'elle dit essentiellement venir de l'extérieur, nous ajoute. Mais que pouvons-nous faire pour développer cette essence créative? C'était une question qui est entrée ici. Je ne sais pas si j'ai compris, mais je crois que la créativité, elle ne vient pas de l'extérieur. La créativité, elle est innée. Naît-on avec ce potentiel créatif? Tout comme la plante naît avec la force de devenir un arbre, la graine est un arbre potentiel. Nous sommes tous des êtres créatifs. Tout ce qui a été créé dans le monde, tout ce qui a été créé dans le monde a été créé par quelqu'un. Et cela est venu d'un endroit où ce n'était pas nécessairement quelqu'un qui avait. Déjà, cela définit. Cela s'est développé. Cela ne vient pas de l'extérieur. La nature, oui. La nature nous inspire. Mais ce qui est à moi, c'est moi qui dois le développer comme un germe. Et comment je fais cela? En exerçant cet être créatif. Comment? En contemplant le beau, en développant à partir de tous ces biais que l'art nous permet. En allant à la rencontre qui te nourrit. Qu'est-ce qui te nourrit? Vas-tu écouter de la musique? Va écouter de la musique. Quelle place l'art occupe-t-il dans ta vie? Combien d'art intègres-tu dans ta vie, dans ton quotidien? Si je dis cela, dresser une table est artistique. Mettre de la nourriture dans l'assiette, une salade dans l'assiette est artistique. Cela n'a pas besoin d'être grandiose, faire un cours de peinture, non. Cela peut être artistique. Dans les petits détails, la parole. C'est un art, l'art de la parole. Comment je parle, comment j'écoute. Oui, je pensais à cela quand tu as parlé. Aujourd'hui, nous déjeunions ici et j'écoutais les conversations. Ce mouvement politique est très fort. Maintenant, avec le second tour, demain. Les différentes opinions. J'ai dit, regardez, les gens, faites attention. Autant sur ce que chacun dit, mais c'est aussi sur l'attitude de nous quand l'autre dit quelque chose que nous n'aimons pas, ne voulons pas, que développons-nous en nous dans cette attitude d'écoute? Et comment puis-je faire en sorte que ma parole, qui est parfois différente de celle de l'autre, puisse être une parole qui construit des ponts, qui construit, par exemple, un lien pour une rencontre, parce que je peux penser différemment, mais si je parle avec éducation, avec recueillement, avec humilité et avec ouverture, l'autre se dit déjà, regarde, je pense, je me préoccupe de ça, je crois en ça, en ça, en ça. Mais ce n'est pas un chemin artistique pédagogique. L'adulte qui a une posture belle, bonne et vraie,
inspire déjà le jeune à devenir un être admirable parce qu'il admire cela. Alors, dialoguer, par exemple, c'est l'un des grands abîmes. À mon époque, je n'avais pas d'espace pour dialoguer sur certains sujets parce que, dans la génération où j'ai été élevée, c'était imposé, n'est-ce pas? Jeune, enfant, n'a pas d'intérêt. Tu t'assois et tu écoutes, n'est-ce pas? Ne lève pas la voix, ne réplique pas. Non, aujourd'hui, parfois, c'est l'opposé. Le jeune parle et nous nous taisons. D'accord, alors, quand on construit un dialogue neutre. Très bien, je peux ne pas croire en tout ce que tu crois, mais je crois en toi. Alors allons-y. Je veux écouter ce en quoi tu crois et je veux que tu écoutes ce en quoi je crois. Tu n'as pas besoin d'être convaincu de cela. Il y a certains endroits où tu devras te soumettre, jusqu'à ce que tu puisses être maître de toi-même. Je me souviens de ma fille. Un jour, elle est venue me voir et m'a dit: quand est-ce que je vais être maîtresse de tout ça ici? Elle voulait être maîtresse de son propre nez. Quel jour tu te libères de tout ça pour pouvoir prendre une douche? Quand tu veux? J'ai dit: eh bien, tant que tu n'es pas encore maître de ton nez. Alors je vais encore te fixer certaines règles, n'est-ce pas? Alors, je pense que trouver cet espace neutre de dialogue, c'est bien si le parti politique est différent, c'est bien si tu crois en certaines idées, parfois antagonistes. Je ne veux pas te convaincre, mais tu n'as pas non plus besoin de me convaincre. Nous devons trouver un espace neutre où tu peux être qui tu es, et moi, je peux affirmer mes convictions sans que nous ayons à nous battre pour des territoires, tu comprends? Et nous savons que c'est un sujet. C'est un art, mais c'est un sujet. C'est pourquoi je dis tout chemin de conscience est un chemin d'autoconscience. Parce que l'abîme, c'est vouloir imposer aux jeunes de nous respecter, qu'ils se soumettent à certaines choses. Il ne veut pas se soumettre parce qu'il se souvient. C'est le moment pour lui de réagir vraiment. Oui, mais c'est aussi l'art du dialogue pour que ce dialogue puisse se dérouler d'une manière saine, efficace et d'une manière, regarde, je comprends, j'entends ici le cri. Parfois, nous entendons l'irritabilité qui est très courante en ville. On ne peut pas réprimer cela tout le temps, tout en disant regarde, essaie de dire cela d'un autre endroit qui va créer un pont entre nous deux. Parce que, si tu m'écoutes, moi te parlant, sur ce même ton, avec ce volume de voix est. De cette manière, comment te sens-tu? Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Tu te rends compte que tu es devenu irrité par cela? Parfois, nous devons aussi traduire. Tu te rends compte que ce sujet t'a rendu plus irritée, réactive? Tu te rends compte de comment tu m'as répondu? J'ai juste une question. C'est aussi important parce que l'autre, le jeune, n'a parfois pas conscience. Genre, je n'avais pas réalisé que je réagissais déjà. Écoute, je t'ai juste posé une question, alors comprends que je ne suis pas ici pour m'opposer. Je veux savoir, je veux comprendre où nous devons, comme avec les enfants aussi. Je disais souvent ça à Clara, ma fille. Je disais, maintenant tu vas te calmer, tu vas aller dans ta chambre, tu vas respirer, tu vas rester tranquille. Quand tu seras calmée, on discutera. On ne peut pas discuter. Comme ça, tu es nerveuse. Ainsi, tu ne m'écoutes pas et je n'arrive pas non plus. À ce que tu dises ce dont tu as besoin, ce dont tu as besoin. Tu vas réfléchir, je me souviens de lui donner des coussins, de lui dire de parler seulement avec les coussins. Tu as le droit de libérer ta colère, tu n'as pas le droit de détruire les choses et de la déverser sur moi, mais libérer ta colère, tu peux t'exprimer. Et donne, par exemple, une instruction, par exemple, je vais donner un exemple comme ça. Regarde, je vois que tu es très irrité, je vois qu'il y a quelque chose qui te pousse, une chose. Je suis ici en tant que mère, en tant que père, et je vois. Maintenant, c'est autre chose si je vais sur le ring aussi et commence. Tu ne peux pas parler comme ça. Ça ne servira à rien d'avoir deux personnes qui perdent la tête là. Alors, arriver et dire comme ça, regarde, je vois que tu es très irrité, tu as besoin d'un peu de temps. Alors, je vais te donner un espace. Maintenant, ensuite, plus calmement, on discute. Donc, ne pas mordre à cet hameçon et aller sur le ring.
Non, même la physique photonique l'explique. Quand tu veux gérer certaines forces, tu dois être un niveau au-dessus de cette force. Parce que si tu es au même niveau, tu n'y arrives pas. Tu neutralises les deux forces. Tu dois être un niveau au-dessus. Alors, cette sagesse de l'adulte, cette posture de l'adulte qui, en tant qu'éducateur, regarde et dit, maintenant, de cette façon, ça ne va pas. Alors, tu vas décompresser ça, tu vas trouver un billet. Notez. Nous aussi, en tant qu'adultes, parce que cela provoque beaucoup de frustration, parfois beaucoup de colère. En tant que mère d'adolescent, je peux dire, maintenant je ne veux pas, maintenant je ne suis pas, maintenant je ne veux pas. Il y a ça aussi, lui. Je m'énerve maintenant si on me donne un moment parce que j'ai besoin de libérer ma frustration et je vais rester silencieuse. Tu restes silencieuse dans la voiture, il y a les étoiles, n'est-ce pas? Avec les adolescents, il y a, mais pas maintenant, n'est-ce pas? Pas maintenant, prenons un moment. Je suis silence. Oui, bien, c'est fini. Regarde, il y a une personne qui a écrit ici, parfois nous nous sentons impuissants parce que nous voulons qu'ils pensent comme nous, avec nos bagages, passés par nos expériences passées. Alors, nous parlons, mais nous leur transmettons d'autres idées. Donc, c'est naturel, cette frustration, ce sentiment d'impuissance. C'est pourquoi il faut passer par le chemin, y compris la posture 5, que nous avons abordée lors du live d'hier avec Hélène Diarra da Fonseca, sur la confiance en l'être, qui est là dans ce devenir, qui va s'exprimer, et qui va être cette œuvre d'art dont elle lui parle. Quand nous avons confiance, car ce qui nous cause de la frustration, c'est de sentir que nous n'avons pas réussi à imposer notre règle, notre recette prête à suivre, celle qui a fonctionné pour nous, celle que nous connaissons, que, par un profond amour et un profond intérêt, nous voulons leur transmettre. Sauf que c'est un chemin qui, chez l'adolescent, devient celui du conflit, car l'adolescent est justement dans cette phase de différenciation. Il a besoin de trouver sa propre identité, donc nous devons l'aider à trouver sa propre identité, sa propre autonomie. Et là, nous devons apprendre à faire confiance, sortir de cette vibration, de cette sensation de peur et de menace pour que nous puissions dire « attends un peu ». Tout comme la graine, quand elle est plantée, nous devons faire confiance à la terre, que la terre va faire, va fournir tout ce dont elle a besoin pour pouvoir. Enfin, germer et vivre et s'exprimer comme cette petite plante. On plante la graine, on fait confiance au jour et à la nuit, à la pluie, aux nutriments, quelque chose se passe à l'intérieur de cet être. Que c'est cette scène, ce théâtre, cette pièce dont elle lui nous a parlé pour que nous nous asseyions et regardions avec confiance. Avec cette certitude inexorable que tout ira bien. Et alors, cette anxiété diminue considérablement. Et nous pouvons, en fait, observer ce déroulement des destins, n'est-ce pas, Lu? Il y a une autre chose que je pense importante, c'est ceci. Ce qui convient à un enfant ne convient pas à l'autre. Oui. Parce qu'ils sont des individualités. Alors, par exemple, j'ai une expérience qui a très bien fonctionné. J'ai toujours eu un atelier d'art. Mes enfants ont grandi dans l'atelier avec moi. Avec elle, pendant longtemps, elle y allait, peignait, s'exprimait, avait cet espace et faisait de petites pièces de théâtre. Enfin. Avec Joao, cela n'a plus fonctionné. Après un certain âge, il a totalement refusé. Principalement parce qu'il est à l'âge de rejeter cette mère, de se désidentifier de cette figure maternelle. Il ne veut rien savoir de la peinture, de la sculpture, de rien. Il va déjà vers d'autres endroits où il s'exprime beaucoup mieux, par le sport, il aime l'activité physique. Et là, ce n'est plus le cas. La recette qui a fonctionné pour un enfant ne fonctionnera pas pour l'autre. Alors, il faut aussi porter ce regard sur certaines individualités. Nous sommes la même individualité, mais nos enfants ne le sont pas. Alors, qu'est-ce qui fonctionne pour nous? C'est nous, c'est le chemin, c'est une œuvre d'art. Être artiste en tant que mère, en tant que père, c'est toute la vie. C'est la plus grande école de ma vie, c'est la maternité. C'est la plus grande école, sans aucun doute. Et avoir confiance qu'une très belle solution viendra quand on pose la question, n'est-ce pas?
De quelle manière imagines-tu résoudre cela? S'asseoir et regarder. Oh, Lu, tu m'as apporté cette image et c'était un cadeau, tu sais, ma chère amie. Je l'ai reçu ici comme un lotus blanc, vraiment beau, merveilleux, gratitude. Je veux juste montrer une dernière fois le livre, les amis, pour vous qui suivez, qui sont, par exemple, du réseau de LU que nous découvrons maintenant. Ensuite, entrez ici où se trouve cette petite flèche pour suivre mon profil. Là, il y a le lien pour pouvoir acquérir ce livre qui est livré dans tout le Brésil. Il sera également disponible pour les personnes à l'étranger au format numérique. Et là, il y a le lien pour pouvoir l'acquérir et le faire livrer, n'est-ce pas? 2 à 5 jours dans tout le pays. Et ici, nous proposons 9 postures à expérimenter par les adultes qui accompagnent des enfants et des adolescents en situation de souffrance. Dépression, anxiété, enfin, ce qu'ils ressentent souvent. Automutilation, voire panique, TOC, idées suicidaires. Le fait est que nous devons réussir à trouver, en tant qu'adultes, c'est un espace intérieur de confiance et de certitude qu'il y a quelque chose qui se déroule là. Et nous devons réussir à adopter cette posture d'écoute et d'ouverture, car cela vient à travers ce symptôme, n'est-ce pas? Alors, je tiens à remercier la présence de vous tous. Vous nous avez suivis, et toutes ces diffusions en direct continuent. Je suis en train de les faire. Pour chacune des 9 postures, une diffusion en direct avec un spécialiste. Vous êtes dans la posture 6. Nous en aurons encore 3 et elles vont toutes sur mon YouTube. Il suffit de taper sur YouTube Daniela Migliari, vous pouvez cliquer sur la cloche, suivre la page et vous recevrez les notifications. Élu, je voudrais te demander de faire tes dernières considérations pour que nous puissions conclure. Je veux te remercier pour l'invitation et te dire que je suis profondément touchée par cette mission de ce livre. Parce que cela a toujours été à l'ordre du jour, tu le sais, avec mon ami, nous ne sommes pas seulement partenaires de travail, nous sommes amis. Combien je me préoccupe de cette génération et de cet endroit sombre où il se trouve aujourd'hui. Donc, je crois que c'est une lumière que tu apportes. Tu as déjà eu Étreinte à l'ombre, qui est ton livre précédent à celui-ci. Ensuite, il y a eu plus, il y a eu Ravi et maintenant il y a celui-ci. Donc, je crois que ce livre est une grande source de chaleur. Pour ces jeunes et pour ces familles qui traversent cet abîme de l'obscurité, qui est encore un chemin très inconnu, vraiment, comment pouvons-nous les aider et comment nous renforçons-nous face à cet inconnu, car ce n'est pas seulement une individualité, les gens, c'est un phénomène collectif mondial, ce n'est pas seulement au Brésil, je peux parler en tant que chercheuse, c'est un phénomène mondial, ces générations de jeunes qui dénoncent quelque chose, ce qui n'est pas nécessairement pour nous agresser. Mais c'est pour dire, il y a quelque chose d'étrange, il y a quelque chose qui me fait peur, il y a quelque chose que je dois accéder à travers. Parfois, une boulimie, une dépression. Une automutilation. Je demande de l'aide et je ne sais pas ce que c'est. Et nous aussi, nous nous tenons la main. Et nous disons, je ne sais pas non plus, mais nous sommes ensemble et nous allons nous en sortir ensemble. Et donc le dernier mot que j'ai est un mot que nous n'avons pas utilisé pendant cela. 1h10, c'est que tout ce chemin est un chemin d'amour. Même en l'absence de ce que nous ne voyons pas comme de l'amour, c'est un chemin d'amour. Alors, la question que je laisse est que vous regardiez cet être comme une œuvre d'art, mais à partir de cet endroit où cet amour construit cela. Et comment puis-je être un instrument d'amour pour que cette œuvre d'art s'exprime comme ce David que Michel-Ange a vu dans le marbre. Regardons cette pierre brute et voyons le diamant qui est à l'intérieur et croyons en cela. Comment faire du chemin de l'amour le chemin de l'artiste? Magnifique. Je suis très, très touchée et très émue par notre conversation. Comme toujours, c'est merveilleux de discuter avec toi. Gratitude pour ton temps. Gratitude à tous ceux qui nous ont suivis.
Et à ceux d'entre vous qui sentent que ce live peut être utile à quelqu'un qui vous vient à l'esprit, envoyez-le. Avec amour, avec confiance, car je crois beaucoup en cela, en cette guérison collective, en nous réussissant à nous donner la main et à nous rétablir. Lui et moi ne parlons pas ici en tant qu'experts, nous partageons ici cette expérience en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Dans ce discours d'ici à là, de ceux qui vivent aussi cette expérience. On le dit, n'est-ce pas? Apprentis avec leurs enfants, avec leurs patients, avec les personnes avec qui nous interagissons avec la société en nous présentant tels que nous sommes maintenant et que nous puissions grandir ensemble. Dans cette guérison collective aussi, car certainement un symptôme collectif est aussi une guérison pour ce même collectif. Alors, faisons confiance. Et quelqu'un demande ici quelle est la prochaine live. La prochaine live est sur la posture 7 avec Andrei Morera. Nous allons la faire mardi à 19h30. Et je vais la diffuser demain pour que vous puissiez tous suivre, d'accord? C'est tout. Lu, gratitude, bonne nuit, merci, ma chère, un bisou à tous ceux qui nous ont suivis. Bon revoir.